Bonjour tout le monde. J'étais chargé de faire une intervention sur ce qu'il y a de neuf dans les tumeurs adipeuses. Et ceci à l'occasion de l'apparition de la nouvelle classification de l'OMS des tumeurs des tissus mous et des tumeurs osseuses. Cette nouvelle classification, par rapport à la quatrième édition de 2013, il n'y a pas beaucoup de nouveautés. Il y a juste deux entités qui ont été introduites dans cette nouvelle classification. L'une est bénigne et l'autre est maligne, qu'on verra dans notre exposé. Alors, à guise d'introduction, je vous rappelle que les tumeurs adipeuses constituent les tumeurs de tissus mous les plus fréquentes. Elles sont souvent bénignes. Cependant, les tumeurs adipeuses malignes représentent à peu près 20% de tous les sarcomes de tissus mous. Le diagnostic anatomopathologique est basé essentiellement sur une analyse histologique minutieuse. L'immunohistochimie, elle peut contribuer au diagnostic, mais elle a des limites. Et l'examen de référence pour certains sarcomes adipeux est représenté par la biologie moléculaire, en particulier la recherche de l'amplification MDM2 par la technique de Fish dans les liposarcomes bien différenciés et les liposarcomes dédifférenciés. La corrélation entre l'examen anatomopathologique et la clinique et la radiologie peut améliorer le rendement de l'examen histologique, et ceci surtout lorsqu'on est appelé à faire des analyses de microbiopsie. Dans cette nouvelle classification de l'OMS, il n'y a pas beaucoup de changements. On distingue trois groupes: les tumeurs adipeuses bénignes, les tumeurs adipeuses à malignité intermédiaire. Ce sont des tumeurs qui ont surtout une malignité locale et qui ne donnent jamais de métastases à distance. Et puis, il y a l'authentique cancer, l'authentique sarcome. Ce sont les tumeurs adipeuses malignes qui ont le risque de récidive, mais également le risque de se propager pour donner des métastases à distance. Les tumeurs adipeuses bénignes sont multiples. Je ne vais pas parler de toutes ces tumeurs dans mon exposé. Je vais parler surtout de celles qui posent des problèmes de diagnostic différentiel avec les tumeurs malignes. Deuxième groupe, c'est les tumeurs adipeuses à malignité intermédiaire, représentées par les tumeurs, ce qu'on appelle la tumeur adipeuse atypique / liposarcome bien différencié. Et enfin, le troisième groupe, ce sont les tumeurs adipeuses malignes, les liposarcomes dédifférenciés, les liposarcomes myxoïdes, liposarcomes pléomorphes, et il y a cette nouvelle quantité qui a été introduite dans la nouvelle classification, qui est le liposarcome myxoïde pléomorphe. Donc, mon exposé sera surtout à propos des tumeurs à potentiel malin et les tumeurs franchement malignes. Nous commençons par les tumeurs adipeuses de malignité intermédiaire, représentées, comme je le dis, par ce qu'on appelle les tumeurs adipeuses atypiques et liposarcomes bien différenciés. Sachez que ces tumeurs adipeuses atypiques et liposarcomes bien différenciés correspondent en fait à la même tumeur. Et on a tendance à parler ou à appeler ces tumeurs, lorsqu'elles surviennent au niveau des membres et au niveau des parois des troncs, on les appelle tumeurs adipeuses atypiques parce que lorsqu'elles sont enlevées en totalité, le malade est guéri. Et pour ces mêmes tumeurs qui surviennent au niveau rétropéritonéal ou au niveau paratesticulaire chez l'homme, on les appelle liposarcomes bien différenciés parce que leur exégèse complète est difficile et par conséquent, il y a un risque de récidive beaucoup plus important. Ces tumeurs à malignité intermédiaire représentent 40 à 45% de toutes les tumeurs adipeuses, plutôt des tumeurs adipeuses malignes. Ce sont des tumeurs qui surviennent chez les sujets d'âge moyen, avec un pic de fréquence au cours de la 6e décade. Il n'y a pas de prédominance de sexe. Pour les localisations, le 3/4 surviennent au niveau des membres, correspondant aux tumeurs adipeuses atypiques, et 20% au niveau rétropéritonéal. Les 5% restants sont des localisations rares, telles que la région paratesticulaire chez l'homme. Au niveau des membres, ces tumeurs se manifestent par une putréfaction qui a une évolution généralement lente. L'imagerie, elle peut suspecter le diagnostic,
lorsqu'elle montre une masse de densité adipeuse avec quelques signes atypiques, en particulier la présence des cloisons qui sont de densité différente de la densité adipeuse. L'examen à l'œil nu des pièces d'exérèse, à l'examen donc à l'œil nu des pièces d'exérèse, ces tumeurs simulent de très près les lipomes, et notamment les gros lipomes. Ce sont des tumeurs qui ont généralement une couleur jaunâtre, un aspect lobulé. On suspectera ce diagnostic dès l'examen macroscopique lorsque cette masse présente des aspects différents de l'aspect adipeux, en particulier un aspect myxoïde ou des foyers d'hémorragie. Voici une photo illustrant l'aspect macroscopique d'un liposarcome bien différencié intra-abdominal. Vous voyez que ça simule, c'est une tumeur jaunâtre comme les tumeurs adipeuses. Et il y a des foyers d'hémorragie. Il y a des foyers d'hémorragie en bas, comme vous voyez. Et puis il y a ces cloisons blanchâtres, assez épaisses également, qui peuvent suspecter, donc dès l'examen microscopique, la possibilité de ces tumeurs adipeuses atypiques ou liposarcome bien différencié. Voici un autre exemple d'un liposarcome bien différencié rétropéritonéal. Ça ressemble à une tumeur adipeuse, sauf que l'aspect est moins luisant. C'est un aspect un peu terne, un peu mat. Alors, sur le plan histologique, on distingue trois types de tumeurs adipeuses atypiques liposarcome bien différenciées. Certaines simulent de très près un lipome, c'est ce qu'on appelle le type lipomalaïque. Ce type-là survient presque exclusivement au niveau des membres. Deuxième type, c'est le type sclérosant, qui survient au niveau des membres, mais peut survenir également au niveau de l'étropéritoine. Et le troisième type, c'est le type inflammatoire, qui ne survient qu'au niveau de l'étropéritoine. C'est pourquoi je ne vais pas parler aujourd'hui dans mon exposé. Alors, le type simulant un lipome ou lipomalaïque, c'est le type qui pose le plus de problèmes de diagnostic parce que, même histologiquement, il ressemble beaucoup à un lipome. Et il faut savoir qu'il faut bien échantillonner, notamment les tumeurs adipeuses de grande taille qui ressemblent macroscopiquement à un lipome. Il faut bien l'échantillonner à la recherche des adipocytes avec des noyaux de taille variable et surtout à la recherche des cellules à noyaux bizarres qui siègent entre les adipocytes. Les lipoblastes ne sont pas constants. Le type sclérosant, c'est l'autre type donc assez fréquent, qui peut survenir au niveau des membres, également au niveau de l'œsophagite, se caractérise par une tumeur qui est formée par des cellules adipocytaires et surtout, cette tumeur a des traversée par des points de fibrose ou par des bandes à fond myxoïde et des cellules à noyau atypique. Tout comme le premier type, ce type ne comporte que rarement de lipoblastes. Voici une illustration histologique d'une tumeur adipeuse atypique qui simule un lipome, sauf que, comme vous le remarquez, il y a au centre une cellule à noyau bizarre, hyperchromatique, qui fait suspecter le diagnostic. Et il faut dans ce cas faire d'autres techniques complémentaires pour s'assurer du diagnostic. Un liposarcome bien différencié ou une tumeur adipeuse atypique du type sclérosant. Regardez, quand on est devant cette situation-là, il faut regarder bien les zones de fibrose à la recherche de cellules à noyau augmenté de taille, d'aspect un peu bizarre. L'immunohistochimie, elle peut aider au diagnostic lorsqu'elle montre une positivité des cellules, notamment des cellules à noyau atypique bizarre, de MDM2 et CDK4. Lorsqu'il y a une co-expression de ces deux anticorps, MDM2 et CDK4, eh bien, ça, avec les aspects histologiques qu'on a décrits tout à l'heure, peut suffire pour retenir le diagnostic. Seulement, il faut savoir qu'il y a des faux négatifs.
il y a des tumeurs d'authentiques tumeurs adipeuses atypiques liposarcome bien différenciées, où il n'y a pas d'expression de MDM2 et CD4 ou de l'expression uniquement de MDM, où il n'y a pas d'expression donc de MDM2 et ni de MDM2 de CD4. Et puis, cette technique a un autre inconvénient, c'est qu'il y a de faux positifs, notamment pour les MDM2. Il faut savoir qu'il y a des tumeurs adipocytaires ou adipeuses bénignes qui peuvent exprimer de façon focale cet anticorps, le MDM2. C'est le cas de lipome et de tumeurs lipomateuses atypiques acides fusiformes cléomorphes. Et même dans le lipome remanié, les histiocytes peuvent être marqués par l'MDM2. Bien sûr, il y a des sarcomes non adipocytaires où l'MDM2 est positif. Voici une illustration d'une immunohistochimie avec le MDM2 montrant une positivité nucléaire des cellules atypiques avec cet anticorps. L'examen de référence, c'est la biologie moléculaire qui montre une amplification de gènes MDM2 et ceci est visible par la technique d'hybridation in situ fluorescente, la fiche. L'avantage de cette technique, c'est qu'il n'y a pas de faux négatifs et les faux positifs sont exceptionnels. Donc c'est une technique de référence, elle a beaucoup d'avantages. Voici une illustration d'une technique de fiche mettant en évidence une amplification de gène MDM2. Tout ce qui est rouge, tous les points rouges correspondent au gène MDM2 amplifié. Le diagnostic différentiel de ces tumeurs adipeuses atypiques liposarcome bien différenciées se pose avec les tumeurs adipeuses bénignes. Il se pose en particulier pour les tumeurs adipeuses atypiques ou liposarcome bien différenciées de type tupomalaïque avec le lipome conventionnel. Et pour les tumeurs adipeuses atypiques liposarcome bien différenciées de type sclérosant, le diagnostic peut se poser avec le fibrolipome, myxolipome, et éventuellement avec un lipome remanié par la nécrose. Voici une illustration macroscopique et histologique d'un lipome conventionnel. Vous voyez qu'entre les adipocytes, il n'y a pas de noyau atypique. Les adipocytes ressemblent les uns aux autres. Voici un myxolipome. Ça, c'est une variante donc, de lipome conventionnel. C'est un lipome conventionnel qui est remanié par des myxodèles. Il y a entre les adipocytes ce fond myxoïde, et dans ce fond myxoïde, il y a des cellules qui peuvent parfois apparaître un peu atypiques, et par conséquent, on peut poser à tort le diagnostic de liposarcome bien différencié de type sclérosant. Là, c'est un lipome remanié avec des histoires qui peuvent être prises à tort pour des cellules tumorales atypiques et par conséquent porter à tort le diagnostic de liposarcome bien différencié de type lipomalaïque ou de type sclérosant. L'immunohistochimie de ces lipomes conventionnels est intéressante parce qu'elle montre une expression au niveau des adipocytes tumoraux de HMGA2. Cet anticorps, il est exprimé par toutes les tumeurs adipeuses, qu'elles soient bénignes ou malignes. Par conséquent, il ne permet pas de distinguer entre le lipome et les tumeurs malignes. Par contre, il est intéressant parce qu'il n'est pas exprimé dans les adipocytes normaux. Donc, sur des biopsies, lorsqu'on a un tissu qui est formé par des adipocytes, on ne sait pas s'il provient du tissu adipeux subcutané normal ou d'une tumeur adipeuse, l'expression de HMGA2 est en faveur de l'origine tumorale de cet échantillon. Cette expression de MGA2 est due à un réarrangement au niveau du bras long du chromosome 13 en particulier, en incluant le gène HMGA2. L'autre tumeur adipeuse bénigne qui peut être confondue avec un liposarcome, non particulier, un liposarcome bien différencié, c'est le lipome à cellules fusiformes / cléomorphes. Il faut savoir que ces lipomes à cellules fusiformes / cléomorphes étaient classés comme deux tumeurs, hein, le lipome à cellules fusiformes et le lipome cléomorphe. Et comme il s'agit donc surtout sur le plan moléculaire de la même tumeur, actuellement on les classe dans le même type, c'est-à-dire lipome à cellules fusiformes / cléomorphes. Ce sont des tumeurs de sujets
d'adultes relativement âgés, entre 40 et 60 ans. Ça se voit surtout chez les hommes, donc les cellules du sexe masculin, et ils ont une localisation préférentielle au niveau de la nuque, du dos et des épaules. À l'examen à l'œil nu, ces lipomes donc, ressemblent beaucoup aux lipomes conventionnels. À l'histologie, donc, l'aspect est un peu différent puisque ça associe généralement des adipocytes et des cellules fusiformes, des cellules pléomorphes sur un fond généralement myxoïde. Et entre ces cellules fusiformes et pléomorphes, il y a souvent des bandes de fibrose. L'immunohistochimie, eh bien, les cellules pléomorphes ou les cellules fusiformes expriment le CD34. Attention, dans ces tumeurs, on peut avoir une expression de MDM2 et par conséquent, on peut à tort porter le diagnostic de tumeur adipeuse atypique. La biologie moléculaire, elle montre une anomalie caractéristique qui est une délétion du gène RB1 au niveau, qui est situé au niveau du bras long du chromosome 13. Et il y a dans ces tumeurs une absence d'amplification de MDM2, ce qui permet de le distinguer des tumeurs adipeuses atypiques, liposarcome bien différenciées. Voici une illustration histologique de l'hypomasie fusiforme. Il y a en haut et à gauche la composante adipocytaire, et puis au centre, c'est la composante acide fusiforme. Notez la présence de ces bandes de collagène très caractéristiques. Voici un lipome à cellules pléomorphes. Au lieu d'avoir des cellules fusiformes entre les adipocytes, il y a des cellules à noyau bizarres, atypiques, et de façon caractéristique, ces cellules pléomorphes prennent l'aspect de marguerite ou florat de sel pour les anglophones, cet aspect est assez caractéristique. Et puis, il y a, dans cette nouvelle classification, il y a l'introduction d'une nouvelle entité qui ressemble beaucoup à ces lipomes à cellules fusiformes pléomorphes. Elle diffère donc de ces lipomes à cellules fusiformes pléomorphes par le fait qu'elle survient au niveau des pieds, au niveau des mains et au niveau des cuisses, donc ça survient surtout au niveau des membres. Et c'est une tumeur qui, pharmacoscopiquement, contrairement au lipome à cellules fusiformes pléomorphes, elle est maligne. Elle présente également des similitudes histologiques avec ces lipomes à cellules fusiformes pléomorphes. Et à la différence, donc, il y a en plus donc, des cellules fusiformes pléomorphes, il y a des cellules à noyau hyperchromatiques, bizarres, comme celles qu'on observe dans les tumeurs adipeuses atypiques. Donc, elle peut simuler de très près une tumeur adipeuse atypique. Voici une illustration histologique de cette tumeur. Et sur le plan immunohistochimique et la biologie moléculaire, cette tumeur partage les mêmes caractères que le lipome à cellules fusiformes pléomorphes. Nous arrivons aux tumeurs adipeuses malignes qui ont un pouvoir non seulement de récidive locale, mais également un pouvoir de donner des métastases à distance. Il y a le liposarcome dédifférencié. Ce liposarcome différencié correspond à des progressions dans le grade histologique du tumeur adipeuse atypique, liposarcome bien différencié. Ça concerne surtout les liposarcomes bien différenciés rétropéritonéaux, moins les tumeurs adipeuses atypiquement. Ils représentent à peu près 18% donc, des tumeurs adipeuses malignes et surviennent à un âge un peu plus élevé que celui de tumeurs adipeuses atypiques. Cette dédifférenciation, elle peut survenir soit sur un liposarcome bien différencié initial ou sur une récidive de ce liposarcome. L'imagerie est très performante dans le diagnostic, notamment l'IRM. Et à la macroscopie, l'aspect macroscopique est très suggestif lorsqu'on est devant une masse adipeuse qui comporte des foyers d'aspect macroscopique totalement différents, non adipeux. Voici une illustration de l'IRM et de l'aspect macroscopique d'une tumeur de la cuisse qui correspondait à un liposarcome différencié. Vous voyez qu'il y a vraiment une correspondance, une bonne correspondance entre l'IRM et l'aspect macroscopique. Voici un autre aspect macroscopique d'un liposarcome différencié survenant au niveau de la cuisse. Vous avez à votre gauche la composante bien différenciée et plutôt à droite la composante bien différenciée et à gauche la composante dédifférenciée. Sur le plan histologique, eh bien, c'est liposarcome dédifférencié, donc il comporte deux parties, une partie bien différenciée et une partie dédifférenciée. La partie bien différenciée, elle a un volume variable. Elle peut être de faible volume
et, et être périphérique. Et dans ce cas, elle peut être prise à tort pour des tissus adipeux non tumoraux. La composante différenciée, donc son volume est variable, comme je viens de le dire. Histologiquement, elle correspond dans 90% des cas à un sarcome de haut grade, soit un fibrosarcome ou un sarcome indifférencié. Elle peut correspondre à un myxofibrosarcome de haut grade. Elle peut avoir une différenciation hétérologue dans le sens d'un rhabdomyosarcome, chondrosarcome ou ostéosarcome, ou une différenciation homologue, c'est plus rare, et prenant l'aspect d'un liposarcome pléomorphe. Rarement, cette composante dédifférenciée correspond à un sarcome de bas grade. Voici une illustration histologique d'un liposarcome dédifférencié. Vous avez à votre droite la composante bien différenciée et à gauche la composante dédifférenciée. Ces liposarcomes dédifférenciés présentent le même profil immunohistochimique et moléculaire que le liposarcome bien différencié. Sur le plan immunohistochimique, il y a une expression de M2M2 et CDK4, et lorsqu'il y a une coexpression de ces deux anticorps, on est pratiquement sûr de diagnostic. Seulement, il y a pas mal de faux positifs, notamment lorsqu'il y a une expression de M2M2 seul. C'est pourquoi l'examen de référence reste, tout comme les tumeurs adipeuses atypiques et liposarcome différencié, la biologie moléculaire et cette amplification de gènes MDM2 qu'on peut mettre en évidence par la technique de Fish. Le pronostic de ce liposarcome différencié, il y a un risque de métastase, et ce pronostic dépend essentiellement du grade histopronostique de la composante différenciée et de son volume. Par rapport au sarcome de haut grade, non lipomateux, non adipocytaire, ces liposarcomes dédifférenciés auraient un meilleur pronostic. Une autre tumeur adipeuse maligne, le liposarcome myxoïde. Ça représente le tiers du liposarcome, ça se vient chez les adultes jeunes, avec un pic à la 5e décade, et se localise presque exclusivement au niveau des membres, et notamment au niveau de la cuisse. Son aspect macroscopique, c'est assez caractéristique, c'est une tumeur myxoïde, donc d'aspect translucide, et d'aspect multinodulaire. Le caractère multinodulaire est très important. Voici une illustration macroscopique d'un liposarcome myxoïde, avec cet aspect translucide, multinodulaire. Son aspect histologique est assez caractéristique. J'insiste beaucoup sur cette architecture multinodulaire. Donc, il y a ce fond myxoïde bleuté, et sur ce fond myxoïde, il y a une prolifération de cellules qui ressemblent les unes aux autres, donc assez monotone. Dans ce type de liposarcome, les lipoblastes sont assez fréquents. Et ce que caractérise cette tumeur, c'est surtout la vascularisation qui consiste en la présence donc, des capillaires arborescents ou plexiformes. Il faut toujours chercher dans cette tumeur des secteurs formés par des cellules rondes, parce qu'on verra tout à l'heure que ça intervient dans le pronostic. Et il faut évaluer le volume dans ces secteurs. Voici un aspect caractéristique de liposarcome myxoïde. Notez cette vascularisation avec des capillaires arborescents très caractéristiques et la présence de l'hypoblaste à votre gauche. Ici, donc, la composante à cellules rondes, avec le territoire bleu, à cellules rondes, il faut toujours évaluer son volume. L'immunohistochimie, elle est intéressante. Il y a un anticorps qui est très promoteur, c'est le NIESO1, qui est positif dans 90% des cas. Notez que le MGA2, qui est positif dans toutes les tumeurs adipeuses, dans la plupart des tumeurs adipeuses, il est négatif dans cette tumeur. Cette tumeur a une signature cytogénique et moléculaire, elle se caractérise par une translocation 12-16 et moins fréquemment 12-22. Le diagnostic différentiel, il peut se poser avec les tumeurs malignes, il peut se poser avec les tumeurs adipeuses atypiques, liposarcome bien différencié, myxoïde, mais le diagnostic différentiel ici est facile. Il peut se poser également avec le myxofibrosarcome de bas grade, et il se pose surtout avec les tumeurs bénignes, notamment les lipochondroïdes et les lipoblastomes. L'hypoblastome, c'est une tumeur du nourrisson et de l'enfant. Ça survient au niveau du membre, mais ça peut survenir également au niveau médiastinal. Et bien, sur le plan macroscopique, il simule beaucoup un liposarcome myxoïde, et sur le plan histologique, il simule également
ce lipoblastome simule beaucoup le liposarcome myxoïde, sauf que la biologie moléculaire, il a une autre caractéristique, il se caractérise par un rangement au niveau donc, du chromosome 8, mettons en jeu le gène PLAG1. Voici un aspect microscopique de l'hypoblastome. Autre diagnostic différentiel de l'hyposarcome myxoïde, c'est l'hypochondroïde, c'est beaucoup plus rare. Ça se présente comme un nodule bien limité d'aspect myxoïde. L'histologie, elle est très trompeuse et il faut savoir que sur le plan moléculaire, il se caractérise par une translocation 11-16. Voici l'aspect histologique de l'hypochondroïde avec des cellules qui ont un aspect d'adipocyte et des cellules qui ont un aspect de chondrocyte sur un fond un peu bleuté. Voici un aspect un plus fort grossissement. Le liposarcome myxoïde, les facteurs de pronostic, il y a 3 facteurs de pronostic. Âge supérieur à 45 ans, la présence de nécrose représentant plus de 5% du volume tumoral et la proportion de la composante acylurante lorsqu'elle dépasse 25% du volume tumoral. Plus rare, le liposarcome pléomorphe, moins de 15% de tumeurs adipeuses. Il peut être profond, mais il peut être superficiel, et donc cette localisation superficielle a un meilleur pronostic que la localisation profonde. C'est une tumeur des sujets âgés. Comme tous les sarcomes de haut grade, cette tumeur peut être très trompeuse sur le plan macroscopique parce qu'elle apparaît bien limitée. Sur le plan histologique, l'aspect histologique donc, de ces liposarcomes différenciés, c'est un aspect similaire à un sarcome pléomorphe de haut grade avec présence de l'hypoblaste. L'immunohistochimie et la biologie moléculaire ne sont pas spécifiques. Voici l'aspect histologique. Donc, ça reproduit un aspect d'un sarcome de haut grade. Et lorsqu'on cherche, eh bien, on trouve ces lipoblastes avec ces multiples vacuoles qui font des empreintes sur le noyau, caractéristiques des tumeurs adipeuses malignes. Le diagnostic différentiel, c'est le sarcome différencié de haut grade, en particulier l'abdomosarcome pléomorphe et le liposarcome différencié. Je vous rappelle que ce liposarcome pléomorphe donc, peut appartenir à un liposarcome différencié. Dernière tumeur qui a été introduite dans la nouvelle classification, c'est le liposarcome myxoïde pléomorphe. Ça ressemble beaucoup à un liposarcome pléomorphe et il a la particularité de survenir chez l'enfant et l'adolescent. C'est le seul liposarcome qui se voit donc à cet âge-là. Et il a l'autre particularité, c'est qu'il peut s'associer avec le syndrome de l'ifroménie. Il ressemble beaucoup à un liposarcome pléomorphe et il comporte des secteurs qui ont l'aspect de liposarcome myxoïde. Voilà, donc ceci donc, résume l'aspect histologique de cette tumeur avec ces zones donc, de liposarcome myxoïde et des zones de liposarcome pléomorphe. Tout comme le liposarcome pléomorphe, il n'y a pas d'immunohistochimie caractéristique ni d'anomalie moléculaire caractéristique. À l'exception donc d'une perte d'expression de l'IB1, mais ce n'est pas spécifique. Ces liposarcomes myxoïdes pléomorphes sont tumeurs agressives avec un risque élevé de récidive et de métastase. En conclusion, les tumeurs adipeuses des tissus mous sont fréquentes et très variées. Il y a des similitudes histologiques entre des tumeurs bénignes et des tumeurs malignes. Ceci est à l'origine de difficultés diagnostiques, notamment lorsqu'on travaille sur des microbiopsies. D'où l'intérêt de la confrontation anatomoclinique et radiologie et la biologie moléculaire pour certaines de ces tumeurs. Merci pour votre attention.